Notre planète sera-t-elle encore vivable dans quelques décennies? Y aura-t-il encore des saisons? Comment nous déplacerons-nous? Mangerons-nous? Bref, à quoi ressembleront nos vies sous l'effet du changement climatique, quand les vagues de chaleur extrême, les méga-feux ou encore la disparition de nombreuses espèces seront notre quotidien? Un monde qui adviendra bel et bien si nous n'agissons pas de manière radicale pour renverser la tendance. Ce sont ces questions très concrètes auxquelles tente de répondre un ouvrage sorti le 19 septembre et dont l'auteur est avec nous ce soir. Nathanaël Wallenhorst, bonsoir, docteur en sciences de l'environnement et en sciences de l'éducation, spécialiste de l'Anthropocène, cette nouvelle période géologique marquée par des transformations, des conditions d'habitabilité de notre planète, et auteur, on l'a vu il y a quelques instants à l'antenne, de 2049, ce que le climat va faire à l'Europe. Bonsoir Nathanaël Wallenhorst. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. Vous anticipez donc dans cet ouvrage nos conditions d'existence dans 25 ans, climat, société, écosystème, un monde donc où les projections les plus alarmistes sont notre quotidien. Je ne pense pas être particulièrement alarmiste. Ce que je souhaitais faire, c'était pouvoir transmettre ce que je vois dans ma tête quand je travaille. Et plus globalement, ce que voient dans leur tête les chercheurs quand ils travaillent, quand ils produisent des articles, quand ils lisent des articles, etc. Et il y a une méthode voilà, que j'ai proposée pour écrire ce livre qui repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est partir de la Terre et du fonctionnement de la Terre, et qui a une logique particulière dans son fonctionnement. Le système Terre, avec des logiques de tipping point, de points de bascule, des logiques non linéaires. Le deuxième pilier, c'est travailler à partir d'une base de données constituée de milliers d'articles et puis des consensus scientifiques sur le climat, la biosphère, etc. Le troisième pilier, c'est peut-être le plus important, c'est partir de nos vies, partir de la vie des gens pour pouvoir permettre de comprendre, et ça c'est le quatrième pilier, comprendre, mais surtout ressentir ce qui est devant nous si on reste sur la même trajectoire climatique. Et pourquoi vous avez choisi la date 2049 plutôt que 2050 par exemple, ou 2060? Alors, il y a différentes... j'ai travaillé à partir de ce qu'on appelle des articles prospectifs, c'est-à-dire des articles scientifiques qui regardent ce qui est devant nous, si on est sur telle trajectoire ou telle autre, etc. Globalement, c'est ce que font les chercheurs du GIEC dans leur rapport. Et puis, les chercheurs, ils travaillent de façon particulièrement précise en proposant de temps en temps 2050 ou 2070 ou 2100. Voilà. Et moi, ce que j'ai souhaité faire, c'était m'affranchir d'une certaine façon de la précision de 2050 ou 60 ou 70. Je veux dire, fondamentalement, c'est pas d'abord ça qui nous importe, c'est de savoir si ça va être vivable ou pas vivable. Et je peux le dire en deux mots, on a une chance sur une d'exploser nos sociétés si on reste sur la même trajectoire climatique. Et pourquoi 2049? C'est pour dire, mais on peut le toucher à hauteur d'existence. C'est là. Tout n'adviendra pas, évidemment, dans 24 ans. Ça, c'est une évidence, c'est une certitude. Il y a des processus qui sont sur des temps longs. Mais ce qu'on est en train de faire, de fait, c'est absolument terrible. Alors, ce sera quoi notre quotidien? Alors, le premier élément, peut-être pour le comprendre, on peut prendre une toute petite image, parce que chacun d'entre nous, on a déjà fêté une fête d'anniversaire. Qu'est-ce qu'on fait pendant une fête d'anniversaire? On souffle dans un ballon de baudruche et le volume augmente de façon proportionnelle, linéaire à l'air qu'on injecte. On souffle un petit peu, il gonfle un petit peu, puis beaucoup, il gonfle beaucoup. Alors, en première lecture, c'est comme ça que fonctionne le système climatique. Un petit peu de CO2, ça réchauffe un petit peu. Beaucoup, ça réchauffe beaucoup. Maintenant, on reprend notre fête d'anniversaire jusqu'à ce que 1 millilitre d'air en plus et le ballon explose. Et si on revient sur notre système climatique, jusqu'à ce que un petit peu de méthane ou de CO2, et on a affaire à des bascules en cascade. Que vous appelez donc enfin en anglais, des tipping points, donc ces points de basculement lorsque donc le dépassement d'un certain seuil de température entraîne des changements drastiques et irréversibles. Voilà, tout à fait. Et pour l'instant, nous n'avons vu que des changements linéaire, proportionnel. J'ai un petit jardin, j'ai des hortensias. Cet été, j'ai cru que mes hortensias n'allaient pas repartir. Finalement, ils sont repartis. Mais en percevant simplement avec nos sens les effets du changement climatique, de fait, on ne comprend pas fondamentalement ce qui est en jeu. Et donc, donc, concrètement, c'est des ruptures en fait, qui surgissent dans nos existences, dans nos carrières, dans nos vies, etc. C'est la mort qui surgit aussi. Et dès aujourd'hui, il y a 50 000 personnes qui décèdent tous les ans en Europe occidentale sous l'effet des vagues caniculaires.
C'est quoi les tipping points, les points de bascule récents, par exemple? Alors, tout récemment, on a entendu parler d'un point de bascule qui semblerait être en train d'être franchi ou franchi concernant le blanchiment des barrières de coraux. Alors, Notamment la grande barrière australienne? voilà, tout à fait. Et alors, bon, on pourrait se dire en première lecture, ben, disons que les scientifiques sont vraiment un petit cœur qui vibre, voilà, d'émotions esthétiques comme ça, de perdre les couleurs. Fondamentalement, c'est pas ça ce qui est en jeu. C'est-à-dire que lorsque les coraux blanchissent, c'est-à-dire qu'ils meurent. Lorsqu'ils meurent, c'est des stocks de poissons qui disparaissent. C'est la sécurité alimentaire des régions côtières qui est fragilisée. C'est des vagues submersives qui sont d'autant plus fréquentes, qui ensuite salinisent les eaux souterraines et rendent impropres à la vie humaine en société les régions côtières. Donc voilà, c'est une succession comme ça d'effets de bascule en cascade. Et des tipping points à venir? Alors, on voit là des calottes glaciaires arctiques, antarctiques, la perte de glace de mer, le pergélisol, le permafrost, c'est-à-dire les sols gelés en permanence qui dégèlent. Alors on pourrait se dire, mais en fait, quel est le lien de nos existences avec ces éléments-là? Les liens sont immédiats. C'est-à-dire, là aussi, on pourrait éventuellement prendre une image. Imaginons qu'un milliardaire nous ouvre les portes de sa demeure. On en parle assez souvent en ce moment. Il aurait de toute évidence un vase chinois posé sur un pied, un guéridon, et puis si on arrive avec un militant écologiste qui arrive avec une batte de baseball et qui tape sur le pied, évidemment c'est le vase qui tombe et qui se casse. Ça, c'est pour signifier la façon dont on force avec les activités humaines des éléments du système Terre, et en fait en forçant ces éléments, donc calottes glaciaires, etc., c'est la sécurité alimentaire mondiale qui est fragilisée. Donc destruction des écosystèmes aussi, avec des conséquences également sur notre santé. Alors c'est peut-être moi ce qui m'a le plus touché, en tout cas en écrivant ce livre, de constater combien la transformation climatique est la plus grande menace sanitaire à laquelle on est confronté. Concrètement, c'est des cancers, c'est des maladies vectorielles qui augmentent, c'est des pathologies mentales, c'est des taux de suicide qui augmentent, etc., etc. Et une hausse de la violence aussi, c'est ce que vous dites. Une hausse de la violence, de fait, où l'augmentation de santé psychique, où l'augmentation des chaleurs s'accompagne d'une hausse de la violence. Oui. Alors, dû à différentes choses, en fait, les personnes sont plus dehors, et donc c'est dehors qu'il y a des phénomènes d'incivilité, de violence, etc. Et puis aussi, il y a un sentiment d'exaspération, etc., qui est plus conséquent quand on a chaud. Avec une menace du coup aussi sur le lien social. Vous parlez d'une menace d'implosion carrément de nos sociétés. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble des éléments, donc une contamination de nos corps et une fragilisation de la santé, une altération du cycle de l'eau, et puis c'est un mouvement de bascule qui est généré de nos sociétés d'abondance à des sociétés de pénurie. L'eau étant comme le deuxième carburant de notre moteur économique, et donc du coup ça vient gripper et fragiliser l'ensemble de notre système économique. Une augmentation des chaleurs mortelles, etc., etc. Et donc, de fait, ce qui est le risque, c'est que la vie humaine en société soit directement fragilisée. C'est pas l'espèce humaine en mode chasseur-cueilleur où voilà, un humain arrivera à survivre. Mais ce qui fait qu'on est en train de parler là maintenant, c'est que on a mangé quelque chose avant, on mangera quelque chose après, et ça résulte de notre maîtrise des écosystèmes, notre capacité à dégager des excédents agricoles, et puis ensuite c'est tout l'édifice civilisationnel qui repose sur cette maîtrise des écosystèmes. Vous parliez de l'eau, cette question est absolument centrale. Elle est déjà, le manque d'eau, en tout cas, est déjà à l'origine d'un certain nombre de migrations, notamment sur le continent africain. Ces migrations seront d'autant plus importantes dans cet avenir que vous décrivez. Au sein même de l'Europe, vous dites? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, le livre, donc, il porte sur l'habitabilité de l'Europe. Alors, bien évidemment, la fragilisation de l'habitabilité, elle est globale, elle est systémique, elle est dans toutes les régions du monde. Mais si j'ai souhaité travailler sur l'Europe, c'était peut-être pour parler tout particulièrement à certaines personnes qui peuvent se dire oui, ça ne nous touche pas encore. Voilà, construisons des murs pour protéger notre petit îlot européen. Non, tout est interconnecté, ça, on a encore du mal à le comprendre. Par exemple, de temps en temps, on peut entendre des choses comme en 2070, on aurait le climat du Maroc en France.
ou en Espagne. Mais en fait, non, ce n'est pas une translation des climats du sud vers le nord, c'est une fragilisation, une fragmentation des différentes sociétés qui sont interconnectées en ce moment. Et donc, il y aura certaines zones qui seront carrément dépeuplées? Alors il y aura, j'espère que non, c'est vraiment fondamentalement En tout cas, c'est une perspective que vous évoquez. Alors, c'est-à-dire que si nous restons sur la même trajectoire climatique, de fait, ce à quoi nous avons affaire en ce moment, c'est une annihilation biologique sans précédent dans l'histoire du vivant. Je reprends texto des termes de trois grands biologistes. Et toute la question, ou peut-être tout le fantasme, c'est de se dire, mais est-ce qu'on peut continuer à vivre sur une planète dépeuplée? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut reconstituer une biosphère qu'on maîtriserait? Non, en fait, l'ensemble des expérimentations nous le montrent, et puis des fantasmes d'Elon Musk, etc., sont juste des stratégies de com. Alors, dans le cadre de notre discussion, et c'est une tradition au cœur de l'info, je vous ai demandé de choisir une image d'archive qui, selon vous, voilà, est évocatrice de ce dont on est en train de parler. Vous avez choisi donc une des images d'archives de la chute du mur de Berlin, voilà, qu'on visualise en ce moment à l'antenne. En quoi est-ce une métaphore, disons, de ce que vous êtes en train d'évoquer? Donc moi, je suis français et allemand, et donc j'ai la double nationalité. Et l'événement vraiment politique fort qui m'a marqué, c'est la chute du mur de Berlin. Je me souviens de mes parents qui nous ont emmenés avec mon frère et ma soeur. Ils nous ont déposés chez ma grand-mère en Allemagne. Ils nous ont laissés seuls chez ma grand-mère. C'était la première fois et la seule fois. Et puis ensuite, ils sont partis à Berlin pour vivre cet événement-là. Quand ils sont revenus avec un tout petit morceau de mur. Je me suis dit, mais bon sang, ils auraient pu ramener quand même des briques. Enfin bref. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, le mur était là, puissant, massif, impassible. Et si on fait une toute petite contraction historique, en fait, il pourrissait de l'intérieur et on ne l'avait pas vu. Et du jour au lendemain, il est tombé. Eh bien, je crois, alors là, je vous parle de mes croyances et non pas de savoir biogéophysique. Je crois que ce qui est en train de se passer en ce moment, avec l'ensemble des initiatives collectives, citoyennes, etc., il y a quelque chose comme un espèce de tapissage invisible qui est en train de se faire et qui, à un moment donné, je l'espère, fera système et puis permettra d'avoir un effet en retour sur le système Terre, parce que l'enjeu, c'est que nous parvenions à contenir l'emballement du système Terre pour préserver l'habitabilité des sociétés. Vous nous avez aussi transmis une carte de l'Europe. C'était l'Europe il y a 20 000 ans. Au plus fort, dites-vous, de la dernière glaciation, réalisée, voici pour cette carte, réalisée par le cartographe Perrin Remonté. Que nous apprend cette carte? Alors, bon, déjà, Perrin Remonté, il fait des très belles cartes, donc c'est vrai que c'est particulièrement agréable. Je vous propose de regarder ce qui est en bas à gauche, enfin, en tout cas pour moi, en bas à gauche, où en fait, ce qu'on voit, c'est que l'ensemble de l'Europe avait des climats, une température moyenne en deçà de 10 degrés. Or, entre 11 et 15 degrés, c'est ce qu'on appelle la niche de température humaine. C'est l'endroit où nos sociétés se sont implantées sur le globe. Ça correspond à des températures moyennes annuelles entre 11 et 15 degrés. Entre 11 et 15 degrés, on peut faire planter des carottes, des salades, des choux, mais aussi des bœufs, des cochons, etc. Et c'est ce qui permet le socle de nos sociétés. Et donc, avec simplement moins 5 degrés, c'est toute l'Europe qui était non habitable au sens de habitable pour la vie humaine en société. Et c'est pour nous dire en fait l'ampleur avec laquelle plus 5 degrés, aujourd'hui on est à plus 1, ça dépend comment on compte, 2,3, 4, etc. Pour dire combien ça transforme en un désert inhabitable pour la vie humaine en société, le territoire européen. Pourquoi est-ce que, alors qu'on sait ce qui va se passer, que les rapports du GIEC alertent les uns après les autres, on n'agit pas pour empêcher tout cela? Bon, ça c'est une grande question. Si j'avais la réponse, peut-être que je serais en tout cas, les questions du réchauffement climatique sont-elles otages, disons, des querelles politiciennes, des querelles idéologiques? Alors, moi, comme enseignant-chercheur, je vois les choses de ma place. Et de ma place, je constate combien on ne sait pas. C'est-à-dire, globalement, on sait que c'est le bazar, on sait que, bah oui, a priori, c'est dangereux, voilà, ces affaires de climat, sans comprendre avec précision les interactions entre le climat,
Le climat dont le processus principal est l'emballement, l'effondrement des écosystèmes de la biosphère, l'accélération de nos sociétés, la façon dont ça fragilise la vie humaine en société. Et il y a une étape qui me semble particulièrement importante, c'est comprendre jusqu'au bout ce qui est en train d'advenir. C'est sans commune mesure avec une guerre nucléaire. Enfin, à un moment donné, c'est la fragilisation du socle même qui permet nos sociétés, dans lesquelles nos sociétés du socle même de nos civilisations. De nos civilisations qui sont encastrées dans les écosystèmes de la biosphère et qui sont tributaires d'un climat stable et prévisible. Et en fragilisant cet équilibre entre les écosystèmes de la biosphère et le climat, de fait, nos sociétés n'ont plus de socle qui leur permet de tenir. Et pourquoi c'est si important de savoir et de comprendre? Pour ensuite parvenir à désirer l'indésirable. L'indésirable, c'est quoi? Mais c'est la limitation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous prenions nos responsabilités pour fonder dans la loi ce qui va contraindre nos activités. Vous prenez la décroissance, du coup? Alors, la décroissance, d'un point de vue... Donc, moi, ma socialisation, c'est une socialisation scientifique et biogéophysique. Mais là, vous parlez de limitation. Et la décroissance est une évidence biogéophysique. La croissance est un fantasme d'un point de vue biogéophysique. Si nous voulons contenir l'emballement du système Terre, c'est la seule chose qui permet de pérenniser les sociétés. La décroissance est une évidence. Et nous devons décroître de combien? Eh bien, en fait, l'empreinte environnementale d'un Français aujourd'hui, c'est de 9 tonnes équivalent CO2 par an. On doit arriver à 2 tonnes. Et donc, ça veut dire diviser par 4,5. Aujourd'hui, ça, c'est corrélé au niveau de revenu des personnes. Le salaire médian en France, c'est 2 500 €. Donc, ça veut dire arriver à diviser par presque 5 le salaire médian. Mais dit comme ça, on pourrait se dire, mais en fait, ça ne passe pas. Oui, ça ne passe pas. C'est la raison pour laquelle il faut s'arrêter ensemble, accepter de demeurer dans cette impuissance fondamentale pour se dire, mais comment on va réinventer le monde de telle sorte qu'il permette la vie? Vous dites que sur les 25 livres environ que vous avez écrits, celui-ci est sans doute le plus important. Parce que c'est la première fois, je dirais, que j'arrive à transmettre ce que je vois quand je suis en train de travailler et où j'arrive à sortir de mon trip, on va dire, d'un trip de personnes qui est passionné par l'anthropocène, sa datation, etc., un trip de chercheur, entre guillemets, pour vraiment partir de nos existences et puis rendre sensible ce qui est en train d'advenir. Il ne s'agit pas simplement de comprendre les savoirs, il ne s'agit pas de les héberger dans nos têtes, mais dans nos cœurs, dans nos tripes, au nom de la promesse qu'on a faite à nos enfants que la vie vaut être vécue. Et pour ça, il faut comprendre, pour ensuite avoir suffisamment de force pour pouvoir réinventer nos sociétés. Merci beaucoup Nathanaël Wallenhorst pour ce cri d'alerte ce soir donc sur France 24. Et donc je rappelle votre ouvrage 2049, ce que le climat va faire à l'Europe. Merci encore d'avoir répondu à nos questions ce soir sur France 24. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous. Prochain point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.